Le pays de Caux est aussi appelé Terre des Seigneurs. Sous l'Ancien Régime, de nombreux nobles y font bâtir leur château. À 2 km d'Ermenonville, le Mesnil-Geoffroy est l'un des mieux conservés. La princesse Anne-Marie Caillaly en est devenue propriétaire il y a 25 ans. Elle nous ouvre les portes de ce domaine classé qui abrite aujourd'hui la plus grande roseraie privée de Normandie. 2000 variétés de roses, parmi les plus anciennes. Ce château d'époque Louis XIII, en briques et grès, a été embelli au XVIIIe siècle par le marquis Delannoy de Bellegarde. Chose rare, l'édifice n'a jamais été transformé depuis 1746. Bonjour Anaïs. Bonjour madame, ravie de faire votre connaissance. Eh bien, bienvenue à Mesnil-Geoffroy. Merci. La princesse reçoit aujourd'hui Anaïs, une jeune guide du patrimoine, pour lui faire découvrir le château. Bientôt, c'est elle qui y accueillera le public. Oh, c'est superbe Vous ce salon. entrez dans un univers 18e siècle de A à Z. Alors, je vais vous montrer un détail que les gens aussi adorent, et c'est normal, parce que moi aussi, ça me passionne. Venez voir les carreaux. Nous avons gardé un tiers des carreaux depuis donc le XVIIIe siècle. Ils sont un peu plus foncés. Ils sont, effectivement, vous avez raison, ils sont plus verdâtres. Hein. Oui. Alors, vous voyez, je ne vous mens pas, 1748. Ah oui, il y a un graffiti sur le C'est, carreau. voilà. Un bond dans l'histoire auquel la princesse Caillaly veille dans les moindres détails, du mobilier jusqu'aux boiseries peintes. La peinture que vous avez, qui est fanée, nous sommes d'accord, Oui, mais c'est elle a vrai. 250 ans. Ah oui, Bon, alors on lui pardonne. oui, on lui pardonne. La princesse a même apporté une touche de mise en scène dans chacune des pièces du château. Alors la robe 18e siècle, Oui. c'est une robe à panier, bien évidemment. Oui. Et en fonction de l'élévation dans la hiérarchie de la noblesse, Oui. vous aviez des paniers plus ou moins grands. D'accord. Ce qui fait que ça, c'est une robe que je pouvais mettre, moi princesse, dans une maison comme ici en campagne, le Ouais. soir. D'accord. Si j'avais été à Versailles, à ce moment-là, ça allait jusque-là, les Ah paniers. oui, là vous auriez pris beaucoup plus de place. Voilà, tout à fait. Et donc, ça pouvait aller pour la famille royale jusqu'à 4 mètres de circonférence. Donc, Ah oui, vous en voyez ce que effet. ça pouvait donner. Sans être Versailles, le Mesnil-Geoffroy a accueilli de grands noms. Ce bureau, par exemple, a reçu la visite de Victor Hugo, et Antoine de Saint-Exupéry y aurait écrit quelques-uns des chapitres de son vol de nuit. Mais la grande fierté de la princesse, c'est sa salle à manger. Avec le plus grand soin, elle y a dressé une table des desserts, selon l'usage au XVIIIe siècle, avec des couverts en or. Mais c'est curieux ce placement des couverts comme ça à côté de l'assiette et tourné vers soi. Oui, et puis tous d'un côté, Oui, tous d'un effectivement. côté aussi. Alors, cette disposition a duré jusqu'à la Révolution. Donc, D'accord. effectivement, on mettait les couverts comme ça, parce qu'on ne tenait pas ces couverts de la même façon. Je vais vous montrer. Je m'assieds et je vais vous montrer comment on les tenait. Voilà. On prenait ces couverts comme ça. On Ah coupait oui. comme ça et on tenait ces fourchettes comme ça. Voilà. Ce qui n'a rien de plus sorcier que ce que l'on fait maintenant. Oui, hein. c'est une C'est question vraiment une question d'habitude. d'habitude. Voilà. Alors, à la Révolution, beaucoup de nobles, dont une partie de ma famille, Mhm. sont partis en exil en Angleterre. Et en Angleterre, eh bien, on avait déjà cette disposition-là, ce qu'ils ont toujours maintenant, Oui, c'est vrai, d'ailleurs. c'est comme ça en Angleterre. Oui. Voilà. Donc, quand les nobles français sont revenus d'exil, Oui. il était de bon ton de montrer qu'on était parti en Angleterre. D'accord. Donc, on a gardé cette disposition de chaque côté, mais on a gardé l'habitude française de mettre les pointes vers la nappe. Ah oui, Voilà. Ah, c'est amusant. Donc, ça. on mange franco-anglais maintenant. Dans la région, Anne-Marie Caillaly est connue pour ses actions en faveur de la sauvegarde du patrimoine. Elle nous emmène maintenant, à moins d'une trentaine de kilomètres, à Varangeville, découvrir un lieu unique. Bonjour, madame. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas Bonjour, vu. monsieur. Ça fait plaisir de vous revoir. Eh bien, écoutez, je fais visiter, je dirais, le pays de Caux, voyez-vous. Alors, le pays de Caux sans le manoir d'Angot, c'est pas le pays de Caux. Le manoir d'Angot, un joyau de la Renaissance italienne au cœur de la Normandie. Au XVIe siècle, ce manoir est le palais d'été de Jean Angot, ministre des Affaires maritimes du roi François Ier. Mais pour Claude et Jean-Marc, ses propriétaires, le trésor d'Angot, c'est ce colombier. Son architecture exceptionnelle en a fait l'emblème du pays de Caux.
Alors c'est vrai que le colombier à cette époque-là, c'était un signe de richesse. C'était le plus grand signe de richesse qu'il puisse avoir. Et lui, 1600 boulins, 3200 pigeons, ce qui est quand même quelque chose de faramineux. Et les malheureux paysans qui vivaient à côté n'avaient pas le droit. Et c'est un des premiers droits qui a été supprimé à la Révolution pour donner justement la possibilité aux gens de manger quelque chose. Ces pigeons, c'était surtout pour la nourriture. Il fallait quand même, Angot fasse vivre non seulement sa femme et ses 2 filles, mais également tout le personnel qu'il avait autour, ce qui devait être colossal. Quand on pense, quand il a reçu François Ier, il y avait à 3000 à 4000 personnes qui sont venues sur le site de Varengeville, puisque François Ier est venu chasser ici. Si vous voulez, on va aller voir un petit peu comment c'était agencé. Je vous suis. Alors les boulins, vous les voyez ici, ce sont ces casiers où nichaient les couples de pigeons. Ils faisaient leurs petits et ils venaient ramasser alors soit les petits pigeonneaux, soit les couples les plus gros et les œufs surtout. Les pigeons étaient réservés en principe aux seigneurs. Et donc d'après ce qu'on entend, c'est toujours habité, colombier. Oui. Ici maintenant il n'y a plus que 4 ou 5 colombes. Vous avez vraiment ici quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Je suis à chaque fois admirative, chaque fois que je vois Il Monandango et ce superbe colombier. Il faut que tout le monde vienne voir ça. Si vous passez à Varengeville, ne manquez pas de profiter de ce petit air d'Italie. Plus au nord, la Seine-Maritime cache un secret que la princesse souhaite nous dévoiler maintenant. Depuis le XVIIe siècle, sur ordonnance du Premier ministre de Louis XIV, la vallée de la Brelle devient le berceau du flaconnage de luxe. À Blangy-sur-Brelle, Anne-Marie nous emmène chez l'unique souffleur de verre indépendant de la région, où souffle aussi comme un parfum d'Italie. Bonjour Luigi. Dites donc, c'est à quelle chaleur le four? Là, il est à 1200 degrés. Luigi Dei Rossi est vénitien. En 1995, il a repris le four de son père, autrefois maître verrier pour les grands noms de la parfumerie. Luigi, lui, a choisi la verrerie d'art. Dites-moi Luigi, Venezia, vous utilisez les techniques de Murano? Oui, Murano, c'est l'île de Venise. Oui, donc bien on sûr. appelle ça la technique vénitienne. Et donc j'ai été intronisé en technique vénitienne en 2010 par un maître de Murano. Maintenant, je vais vous montrer cette technique. Ah bah avec grand plaisir, je vous suis. À Venise, Luigi a été intronisé maestro. En Europe, seuls 4 maîtres verriers possèdent son savoir-faire exceptionnel. Là, je vais vous faire le petit flacon. Et les couleurs, ce sont des couleurs qui viennent de Murano. Ce sont des millefiori concassés. D'accord. Donc là, comme il y a des couleurs, il peut y avoir du cobalt, du fluor, différents minéraux. Donc là, j'utilise une maillotche qui est faite en bois de pommier ou poirier. Oui. Ça à arrondir et à répartir. D'accord. Et pommier poirier parce qu'on est en Normandie? Non, tout simplement, c'est que c'est un bois qui se consume uniquement, ne brûle pas. Ah d'accord. Alors moi, en vous voyant travailler, j'ai l'impression que ce qui est très difficile à faire, c'est que ça soit régulier. Ça, c'est le secret de la technique. Travailler tout en légèreté. Par jour, Luigi peut fabriquer une dizaine de flacons en verre de Murano où les couleurs se mêlent en filigrane. Avant d'y ajouter un vaporisateur, il va le mettre au four de cuisson à environ 500 degrés pendant 12 heures. En attendant, le maître verrier réserve une surprise à Anne-Marie. Bon, Anne-Marie, tu vas prendre la place du maître? Oh, je suis Je vais très te faire impressionnée. souffler. Donc par contre, pour souffler, tu souffles pas trop fort au début. Oui. Faut souffler progressivement. Tu verras, c'est pas très difficile. Bon. Si tu as déjà soufflé dans un éthylotest, Non, jamais. Je suis désolée. Mais C'est pas c'est- mon vice. c'est moins dur que souffler dans un éthylotest. D'accord. Pour la première fois de sa vie, la princesse s'improvise souffleur de verre. En France, une seule femme a été sacrée au titre de maître verrier et Anne-Marie ne sera pas la deuxième. Mais là, Oh là là, c'est pas si facile que ça. Hein. Pour trouver un savoir-faire typique de Normandie, il faut parcourir encore 33 km. À la ferme de la Varenne, on fabrique un fromage né ici au VIe siècle, le Neuchâtel.
Un artisanat ancestral que Nicolas Beurion pratique dans la ferme de ses parents. Bonjour. Bonjour Nicolas. Attendez, j'arrive. Ça fait plaisir de vous voir dans cette belle exploitation. Oui, merci. Alors les vaches que vous avez là, qui sont belles comme tout, qu'est-ce que c'est comme espèce de vache? Alors cette vache-là, c'est la race normande en fait, qui est la race locale, donc qui est une race adaptée pour faire de la transformation en fromage de Neuchâtel. C'est ça qu'on appelle les vaches à lunettes? Exactement. Comme vous pouvez le voir, elles ont des lunettes autour des yeux. Voilà. Chez les Beurion, on travaille en famille. Les parents de Nicolas sont producteurs de lait. Après la traite des 50 vaches de l'exploitation 2 fois par jour, le lait arrive dans les cuves de la fromagerie. En moyenne, une vache peut donner jusqu'à 20 litres de lait par jour. C'est le moment pour Nicolas d'entrer en scène avec la princesse, promue pour l'occasion, aide fromagère. Un tablier pour finir. Oui, d'accord. Voilà. Alors, ça se Vous met... faites faire plein de choses que j'ai jamais faites. Ah oui, c'est compliqué, fromager. Non, c'est bien, il faut ça pour l'hygiène. Voilà. Je laisse passer la tête. Un Voilà. bras par ici. Tac. Voilà, vous êtes Très bien. prête pour travailler. Bon, et ben on va travailler. Nicolas a monté son laboratoire en 2009 et produit ici environ 2500 Neuchâtel par semaine. Donc là, on a la traite d'hier soir. Donc on a mis dans le lait aussitôt la traite des ferments et de la présure. On laisse agir 24 heures et là, on obtient le caillé. Alors, il y a la matière grasse qui est remontée un peu en surface. Après, on a le petit lait de sérum, ici. Et en dessous, vous avez le lait qui a coagulé et qui fait un peu comme de la faisselle, une sorte de yaourt. Donc c'est cette partie-là qu'on va garder pour faire la pâte à fromage. Au tour de la princesse de mettre la main à la pâte. Faut que ça soit jusqu'en haut. Oui. Stop. Hop. Parfait. Le lait caillé est déversé dans des sacs de lin pour enlever le petit lait. Égoutté pendant 12 heures, il peut ensuite être mis sous presse avant d'être pétri. La recette semble simple, 2% de sel ajouté Voilà. Parfait, merci. et un champignon sous forme liquide pour favoriser la fermentation et obtenir une belle croûte blanche. On appelle cela le pénicillium que Nicolas achète en laboratoire. Alors, c'est le moment où on fait le Neuchâtel, ça y est? Voilà, ça y est, la pâte est prête, on va pouvoir attaquer le moulage. D'accord. Donc, on va prendre de la pâte comme ceci. Oui. On va essayer de faire une boule avec. Voilà. On fait une boule de pâte. Oui. On la pose sur la table. Voilà. Mais moi, je vais en faire un, moi. Exactement. Mais enfin, on va essayer. Je vous laisse faire. Donc, on prend ça et Voilà, vous l'avez mettez mis dans le comme moule. ça. Voilà. Et vous pouvez y aller, vous tapez avec la paume de la main. C'est amusant parce que c'est élastique. Hein. Oui, c'est un peu caoutchouteux, oui. Un peu comme de la pâte à modeler. Oui, c'est tout à fait ça. Ça défoule, hein. Ah, c'est sûr, Ça ça. défoule. Quand est-ce qu'on sait qu'il est bien? Comment? On sait qu'il est bien quand il n'y a plus rien Voilà, là, il est c'est parfait ça? là, c'est bien. Vous pouvez le démouler. Et donc, je fais Alors, vous ça. tapez bien sur la pointe. Voilà, et vous le posez délicatement. Voilà. Parfait. Oh, Mais il est mon magnifique ce premier cœur. fromage. Et bien, pourquoi ça a une forme de cœur? Alors, le fromage, il a une forme de cœur parce que au Moyen Âge, les femmes, c'était très catholique. On n'avait pas le droit de montrer ses sentiments. On ne pouvait pas parler des sentiments, de ces choses-là facilement. Donc, les femmes offraient des fromages en forme de cœur aux hommes pour leur montrer leurs sentiments. en fait. Déclarer leur flamme. Pour déclarer leur femme. Voilà. D'accord. C'était à l'époque, c'était comme ça. Ces petits messages d'amour sont ensuite affinés dans un haloir à fleurir. Une pièce à 12 degrés et 95% d'humidité. Et donc, vous allez laisser ça pendant combien de temps? On va laisser les fromages dans le haloir une dizaine de jours minimum, Oui. 10 jours minimum, pour que la fleur ait le temps de recouvrir le fromage. Et donc, puis après, on peut les laisser s'affiner, comme par exemple ceux-ci, là, ils ont 2 mois et demi d'affinage. Ah oui, Donc là, ils sont vraiment affinés à cœur, et là, c'est des choses qui ont plus de caractère. bien sûr. Voilà. Le Neuchâtel, symbole gastronomique du pays de Caux, est aujourd'hui très apprécié hors de nos frontières. Il serait même, dit-on, copié outre-Atlantique.